Vous ne rêvez pas, ce concept est de retour. Salut à tous, ici Reg. Comme promis, je vous l'avais dit, maintenant que j'ai beaucoup plus de temps dans la vie vu que je fais YouTube à 100%, j'ai envie de reprendre des concepts pour reparler d'anciens films et pour pas uniquement rester dans l'actualité. C'est un concept que vous aimiez beaucoup et c'est un concept que je reprends aujourd'hui et qui reviendra tous les mois. Tous les mois, il y aura un épisode des 5 films à voir dans sa vie. Aujourd'hui, je crois qu'on est au 6e épisode, mais le dernier était il y a genre 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça. Donc ça sera bien plus régulièrement. Les séries aussi, je le ferai bien plus régulièrement, peut-être tous les 3 mois parce que les séries c'est plus compliqué à regarder, ça prend plus de temps. J'ai envie de créer une sorte de compendium avec tous les films cultes à voir dans votre vie. Pour tous les goûts différents, il y aura des films d'animation, des films étrangers, des films hyper connus américains. Il y a un peu de tout et j'ai envie de vous faire découvrir des films. C'est pour ça que je fais souvent des sondages sur les réseaux sociaux et j'en ferai de plus en plus. Mais oui, ce concept revient, c'est sûr, maintenant et je le ferai régulièrement. Ça reste une liste subjective, c'est mon avis évidemment, c'est important de le noter, mais je pense que vous pouvez apprécier tous ces films ou au moins quelques-uns parce qu'évidemment, il y en a pour tous les goûts. Mais je compte sur vous pour me donner votre avis sur ces films dans les commentaires. Avant de commencer ces vidéos, j'aimerais remercier le partenaire officiel de cette vidéo, SaborGhostVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 60% sur Trustpilot. Vous les connaissez maintenant, mais c'est eux qui me permettent de faire mon activité sur YouTube à 100% dès aujourd'hui. C'est eux qui financent la chaîne et c'est aussi un outil que j'utilise constamment. Il suffit de regarder les bibliothèques Netflix, Disney+, qu'on a ici et il ne fait clairement pas le poids face à tous les pays du monde. Prenez un VPN en Belgique, en Suisse, au Canada pour la VOSTFR ou la VF si ça vous intéresse et vous allez voir un catalogue streaming bien plus important dans tous ces pays. Des films de cette vidéo-là sont déjà disponibles en streaming dans plein de pays différents. Je cite par exemple Equalizer 3 qui est déjà sorti sur Netflix ou Dumb Money récemment, mais sur Disney+, il y a The Marvels qui sort la semaine prochaine et je sais que vous l'avez pas vu en salle parce que personne ne l'a vu en salle. Mission Impossible Dead Reckoning est disponible sur Paramount+. Plein de films et même pour ceux qui veulent découvrir Max en avance, vous pouvez avec un VPN dans des pays de l'Union Européenne qui ont déjà HBO Max. Pour les gros consommateurs de YouTube, vous pouvez essayer YouTube Premium pour beaucoup moins cher avec un VPN dans un pays de l'Union Européenne comme la Roumanie où c'est beaucoup moins cher ou des pays en dehors comme l'Inde, la Turquie, l'Argentine. En fonction des pays, il faudra un petit peu bidouiller, mais ça se fait aisément et YouTube sans publicité, c'est vraiment dingue, ça change la vie. Vous serez bien plus grande sécurité qu'un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés, c'est super simple d'utilisation, en quelques clics c'est fait sans aucun problème. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait ou remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h/7. Utilisez le lien dans la description, dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à SaborGhostVPN et bénéficier de 83% de réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Le premier film dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui s'appelle Les Anges Déchus, qui raconte l'histoire de 3 personnes qui sont un peu perdues dans leur vie et qui ont toutes des professions complètement différentes. Un homme sera un assassin professionnel, une autre une femme de ménage et un dernier sera un peu perdu dans la vie et commettra régulièrement des crimes. Les Anges Déchus est l'un des films cultes de Wong Kar-wai et vous n'êtes que 6% à l'avoir vu. C'est criminel. Il a été récemment restauré en 4K et diffusé dans plein de salles au cinéma. Je l'ai vu au début janvier au cinéma, mais c'est vrai que c'est une expérience assez unique de voir ce genre de film en cinéma et que lorsqu'il y a des films anciens qui sortent au cinéma, tentez votre chance, allez-y. Si vous habitez dans une grande ville, il y a des fortes chances que des films anciens soient diffusés assez régulièrement. J'ai déjà parlé de Wong Kar-wai dans ce concept de vidéo avec le classique In the Mood for Love qui est un de mes films préférés. Les Anges Déchus, c'est un film assez unique pour plusieurs raisons différentes. Déjà, la manière dont c'est filmé est assez unique pour plein de raisons, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup cet effet fish eye, ça sera souvent des petites pièces qui seront filmées, des endroits très clos. T'as un côté où t'as l'impression que c'est fait à très petit budget, il y a un côté très claustrophobique à l'œuvre, mais en même temps, ça raconte l'histoire de 3 personnes qui ont une connexion. Dans la claustrophobie, tu as une vraie connexion qui se crée entre plusieurs personnages et il y a toujours un vrai mystère de qui sont ces personnages-là, c'est quoi leurs histoires, c'est quoi le but. Et il n'y a pas vraiment d'histoire en soi, il n'y a pas une intrigue qui va en avant, c'est voir comment ces 3 personnages-là évoluent, se rencontrent, vivent ensemble, comment ils vivent leur vie parce que c'est des thématiques sérieuses par rapport à la dépression, par rapport à la recherche de soi, par rapport à sa place dans le monde et c'est un film très existentiel sur ça aussi, de ces âmes justement perdues qui se recherchent, d'où le titre des Anges Déchus aussi. Pas forcément toujours de bonnes personnes, mais c'est un film qui mêle très bien, je trouve, les thématiques sérieuses, de la perte de soi, de se retrouver soi-même, le côté existentiel, aussi des séquences d'action extrêmement jouissives, un humour qui marche bien, très sombre à certains moments, et t'es plongé dans cet univers-là, dans cette ville, avec encore une fois une sublime musique, une ambiance de dingue. C'est un film assez unique, qui est très court aussi pour ce genre de film, c'est quoi, 1h27 je crois, ça se regarde très bien. C'est un portrait de plusieurs personnages, de leur vie, leur famille, qui ils sont, la manière dont leur vie est un peu nulle au final, et la manière dont ils essaient de s'en sortir de différentes manières, chacun à sa manière, et c'est ça qui est fascinant et intéressant. C'est un film où il y a beaucoup d'adrénaline, il y a un côté sexuel mais aussi déprimant au sexe. C'est les thématiques classiques qu'on retrouve de Wong Kar-wai et j'aurais pu citer plein d'autres films du réalisateur mais c'est vrai que je voulais me concentrer sur celui-ci cette fois-ci. Ça casse ou ça passe pour beaucoup de personnes, d'autres vont trouver que c'est prétentieux, certains vont trouver qu'il se passe rien, que c'est pas intéressant. Moi je trouve que c'est un film assez culte et classique pour une raison. D'après moi on pourrait l'ériger au stade de chef-d'œuvre, ça dépend des avis. Mais en tout cas c'est une expérience de cinéma clairement unique, clairement touchante, mémorable avec plein de séquences vraiment bien foutues qui te fait traverser plein d'émotions différentes. En 1h30 c'est assez impressionnant. C'est un film qui peut être analysé
creuser, décortiquer, il y a beaucoup de détails, il y a beaucoup de choses intéressantes. Mais honnêtement, si vous avez l'occasion de voir Les Anges déchus, je vous le conseille, c'est une petite pépite. Et par la suite, si vous aimez bien, évidemment, foncez sur le reste de la filmographie de Wong Kar-wai. Mais ça, on en reparlera peut-être un jour. Le deuxième film est bien plus connu, c'est un film culte américain, mais vous n'êtes même pas un tiers à l'avoir vu, donc je vous le reconseille ici. The Thing raconte l'histoire de plusieurs scientifiques en Antarctique qui sont pourchassés dans leur base par une créature plus qu'étrange. Cette créature a la capacité de prendre l'apparence de n'importe quel être vivant, et c'est là que l'enjeu est crucial. The Thing, évidemment réalisé par John Carpenter, d'après moi, le plus grand film d'horreur de tous les temps. En tout cas, c'est mon film préféré d'horreur de tous les temps. Vous êtes 32% à l'avoir vu. Je voulais pas vraiment reparler de films d'horreur dans ce concept de vidéo parce que j'avais fait une vidéo à l'époque qui s'appelle 35 films d'horreur à voir dans sa vie, où il y a plein de films d'horreur un peu différents. Évidemment, The Thing était cité, mais je me dis quand même c'est un film culte et l'horreur a quand même sa place dans ce genre de vidéo parce que les films d'horreur peuvent aussi être des chefs-d'œuvre assez exceptionnels. Et je voulais pas juste me dire je parle plus jamais de films d'horreur parce que j'ai parlé de films d'horreur une fois dans une vidéo il y a genre quoi 4 ans déjà, 5 ans. Donc je me permets de reparler de The Thing parce que vous n'êtes pas encore assez à l'avoir vu d'après moi. C'est un film aujourd'hui qui peut paraître un peu ennuyant, je pense, je sais pas. En fait, ça dépend d'une chose assez précise, si vous êtes pris par le stress ou pas. Il y a plusieurs problèmes, encore une fois, de ce genre de film. The Thing, c'est un film tellement culte, tellement unique, tellement prenant, qu'il a 1000 fois été parodié. Les gens ont 1000 fois repris les codes du film dans des séries d'animation, dans des films live action ou ce que vous voulez. C'est tellement un film culte qu'il a été repris dans tous les sens partout, souvent imité, jamais égalé, ça correspond bien au film. Ce qui est fort dans ce film-là, c'est que c'est une sorte de huis clos du coup dans une base en Antarctique, et il y a plusieurs choses qui sont extrêmement efficaces. Premièrement, la créature se cache en tant que n'importe quelle créature vivante. Ça peut être des animaux ou d'autres humains. Il y a ça qui est extrêmement stressant parce que du coup, n'importe quelle personne peut être la créature. Si on parle de la créature, c'est vrai que je vais pas vous montrer des images pour ceux qui ont jamais vu The Thing, mais la créature est l'exemple parfait et le plus connu de ce qu'on peut faire en animatronics et surtout en effets visuels, sans parler d'effets spéciaux numériques, mais juste en effets visuels. C'est 1982 si je dis pas de bêtises, donc il n'y avait pas de CGI et tout est fait donc avec des effets pratiques numériques qui sont hyper impressionnants. Tout est fait avec des effets pratiques palpables, réels, et ça fait l'une des créatures les plus mémorables de l'histoire juste par les visuels et par les séquences qui l'entourent. La créature n'apparaît pas souvent, c'est ça qui la rend menaçante. Du coup, ça crée un vrai stress. C'est hyper bien filmé, l'ambiance glaciale, sans mauvais jeu de mots parce que c'est en Antarctique. Le froid que ça en dégage, mais en même temps, le seul moyen de tuer la créature, c'est avec de la chaleur. Du coup, il y a un vrai contraste qui se crée. La mise en scène hyper stressante, bien foutue, gore à certains moments, mais pas forcément avec beaucoup de sang, mais juste en termes de visuel, on peut faire du gore avec autre chose que du sang. Le jeu d'acting qui est incroyable, la tension, le stress, vraiment, il n'y a rien à dire de ce point de vue-là. C'est un film extrêmement angoissant, l'une des fins les plus mémorables et cultes de l'histoire du cinéma aussi, l'une des plus frappantes et bluffantes. D'ailleurs, si vous avez vu le remake de quoi 2011, si je dis pas de bêtises, et que vous avez jamais vu l'original, oubliez celui-ci et regardez l'original. Et c'est même pas l'original en soi parce qu'il y a un autre film qui a été fait de Thing, mais là c'est un autre remake. Enfin bref, regardez la version 82 qui est bien supérieure et largement meilleure à tout ce que vous pouvez voir. C'est une pépite, donc honnêtement je vous la conseille. Si vous aimez les films d'horreur, les films angoissants, les films stressants, les huis clos, les films d'horreur Lovecraftien. D'ailleurs, je prépare une vidéo sur les films d'horreur cosmique et Lovecraftien. Il y a pas mal de pépites que j'ai envie de regarder, que j'ai envie de conseiller. The Thing est une pépite, est un chef-d'œuvre. Honnêtement, foncez si vous aimez ce genre de film. Je pourrais en parler pendant des heures aussi, j'adore ce film. Le prochain film que j'ai envie de citer est complètement différent. Il s'appelle Coraline, qui raconte l'histoire d'une petite fille qui s'ennuie dans sa grande maison avec ses parents, qui lui prêtent pas du tout attention. Et c'est là qu'elle trouve un portail vers une autre dimension où ses parents lui prêtent vraiment attention, sauf qu'évidemment, ils sont bien différents. Coraline, vous êtes 39% à l'avoir vu, c'est le film d'Henry Selick. Henry Selick que vous connaissez pour plein de films cultes en stop motion, mais surtout celui-ci, évidemment, L'étrange Noël de Monsieur Jack. J'ai une préférence particulière pour Coraline, même si j'adore L'étrange Noël de Monsieur Jack. Coraline, je cite dans ces vidéos-là parce que, encore une fois, j'ai envie de mettre des films un peu différents en avant. Et là, c'est un film en stop motion d'animation hyper surprenant. Et c'est aussi un film plus ou moins horrifique. C'est pas vraiment un film que je pourrais conseiller à des enfants en bas âge. C'est un film un peu plus mature et sérieux. Et ce qui est vraiment prenant avec Coraline, c'est l'esthétique, c'est la direction artistique. Encore une fois, c'est l'angoisse, c'est les différents personnages, à quel point ils te mettent mal à l'aise, à quel point ils te gênent. Et les deux dimensions qui sont un vrai parallèle et un vrai rite initiatique pour le personnage de Coraline, à quel point le film tombe de plus en plus dans les enfers. C'est un film hyper intéressant de ce point de vue-là que je ne peux que vous conseiller. Juste esthétiquement, si vous aimez les belles choses et si vous aimez la stop motion, vous avez sûrement déjà vu Coraline d'ailleurs, mais vous allez surtout adorer cette version. Il y a plein de thématiques sur l'enfance, sur la famille, sur la tristesse, sur trouver sa place dans le monde, donc c'est un vrai rite initiatique qui est vraiment prenant, qui est jouissif, mais c'est surtout pour moi les visuels, l'ambiance, la photo qui est géniale, les designs des personnages, c'est ça qui me fait plonger dans Coraline. La narration est peut-être un petit peu jeu vidéo à certains moments, il faut trouver certains éléments, puis le prochain, mais je trouve que l'histoire arrive quand même à te surprendre, l'histoire arrive à quand même te raconter des choses hyper intéressantes et puissantes tout le long, donc honnêtement Coraline, c'est un film d'animation assez unique. On n'a pas fait beaucoup de films d'animation en stop motion horrifique depuis, je pense à Mad God, mais c'est un peu un délire complètement différent. Donc si vous n'avez pas vu Coraline et vous voulez voir un truc assez spécial, c'est hyper intéressant. D'ailleurs, il y a toute une culture d'internet aux théories de Coraline et aux détails par rapport au film. J'avais vu ça sur TikTok il y a quelques mois déjà.
déjà. Les gens, même aujourd'hui, trouvent plein de détails sur le film. C'est hyper fascinant. Ils font plein de théories un peu drôles. Je vous conseille aussi de regarder ce genre de théories sur internet. C'est assez marrant. Mais d'abord, regardez le film. Et si vous aimez les films d'animation un petit peu horrifiques, vous allez kiffer celui-ci. Maintenant, un film culte américain extrêmement connu, le film que vous avez le plus vu de la vidéo. Seven est l'histoire de deux enquêteurs aux États-Unis qui essaient de retrouver un criminel qui a un mode opératoire assez particulier. En effet, celui-ci veut punir les 7 péchés capitaux et trouve des victimes qui ressemblent à ces péchés. Seven, évidemment, peut-être le plus grand film de la carrière de David Fincher. Vous êtes 69% à l'avoir vu. Je suis assez étonné, je m'attendais à plus pour le coup, parce que c'est un des films les plus connus de tous les temps et c'est le thriller à regarder quand vous débutez un peu votre cinéphilie. La vérité est que pour moi, il y a deux grands thrillers dans l'histoire du cinéma, surtout l'histoire du cinéma récente, ces 30 dernières années. C'est évidemment Seven et Memories of Murder. Memories of Murder, je crois que je vous l'avais déjà conseillé dans une autre vidéo, mais peu importe. Seven, évidemment culte, un vrai chef-d'œuvre. C'est le prime de David Fincher, il est à son maximum en tant que réalisateur. C'est là qu'il a mis au goût du jour son esthétique froide, prenante, angoissante, flippante, la manière dont il bouge la caméra sur les personnages, la manière dont il filme ses décors, la manière dont il y a ces séquences hyper horrifiques qui ont créé la patte serial killer de David Fincher. C'est lui qui a mis au goût du jour cette esthétique, et d'ailleurs tous les films, séries et documentaires s'inspirent de son esthétique depuis 30 ans déjà, surtout aux États-Unis. Donc c'est un film assez unique de ce point de vue-là, esthétiquement, en termes de mise en scène, c'est extrêmement réussi, mais c'est avant tout une histoire de personnage. Ça on l'oublie souvent parce qu'on pose beaucoup au crime, on pose beaucoup à tout ça, mais c'est comme l'histoire de personnages qui vivent une vie assez basique, qui essaient de se retrouver dans la vie avec justement ces nombreux crimes. Je trouve que l'alchimie entre Brad Pitt et Morgan Freeman marche du tonnerre, et c'est pas typiquement le genre d'alchimie où tu dirais ouais nickel, c'est le genre de film qu'il faut faire avec ces deux-là, mais ça marche du tonnerre et c'est génial. C'est évidemment l'une des fins les plus mémorables de l'histoire du cinéma, il n'y a aucun doute là-dessus, mais le film est hyper prenant. Franchement, c'est un des films en termes de rythme qui se regarde le mieux. Tu peux le regarder, je sais pas, c'est 2 heures et quelques, et tu peux le revoir dans la foulée. Tu revois plein de détails, il y a plein d'indices, il y a plein de trucs super cool. Il y a un autre acteur dans le film qui est incroyable, pour ceux qui n'ont pas vu le film, je spoile pas, mais c'est là aussi qui est devenu culte aussi cet acteur, j'ai envie de vous dire. Il était culte à l'époque, maintenant il n'existe plus et il s'est fait cancel, à juste titre. Tous les fans de thriller ont vu celui-ci. C'est le thriller entrée de gamme, entre guillemets, même si ça reste d'après moi un chef-d'œuvre, le plus accessible pour beaucoup de personnes, et je ne peux que vous le conseiller. Quand vous avez vu Seven, vous allez voir les 30 ans de thriller par la suite, tout le monde essaie d'imiter Seven. Il y a plein d'exemples, hein. De Batman a clairement pompé Seven. C'est pas grave, encore une fois, je vous dis juste que les inspirations de Seven se sentent sur les 30 années qui viennent d'après. C'est un film vraiment unique, donc si vous aimez les thrillers, encore une fois avec un aspect un peu horrifique, j'ai l'impression que c'est la thématique de cette vidéo, je vous conseille plus que tout Seven, c'est une pépite. Maintenant, le dernier film que j'ai envie de vous conseiller de cette vidéo est un film grandiose, culte aussi. Ran est l'histoire d'un clan au Japon dont le père perd un petit peu la tête. Il décide que l'un de ses fils va le succéder, mais malheureusement ses frères ne sont pas d'accord et une énorme guerre politique va commencer dans le pays. Ran est ce que beaucoup considèrent comme l'énorme chef-d'œuvre d'Akira Kurosawa, le réalisateur spécialiste japonais, tout ce qui concerne le Japon féodal et tout ce qui concerne l'histoire de samouraï de manière générale. Si vous pensez à samouraï dans votre vie, c'est Akira Kurosawa qui devrait faire ça. Tous les films que vous voyez dans votre vie ont été inspirés par Kurosawa. Sans Kurosawa, il n'y a sûrement pas Star Wars, ça a souvent été dit. Toutes les œuvres qui ont juste un samouraï ou du Japon à l'ère féodale, Kurosawa. L'inspiration est la plus totale. J'aurais pu choisir Les 7 samouraïs, un autre film culte de Kurosawa. J'ai choisi Ran, pourquoi? Parce qu'il montre beaucoup ce que j'aime du cinéma de Kurosawa. Vous êtes 7% à l'avoir vu, donc c'est pas beaucoup du tout. Je vous conseille vraiment de foncer dessus de ce point de vue-là. C'est une œuvre épique shakespearienne, c'est adapté de King Lear, une adaptation en Japon féodal de cette œuvre mythique de Shakespeare. Donc si vous connaissez l'œuvre, vous allez sûrement apprécier, mais ça a des proportions vraiment shakespeariennes. C'est un conflit familial qui prend des envergures stratosphériques et qui va causer énormément de problèmes, la guerre en partie. Mais avant d'être un film de guerre, c'est intéressant parce que c'est un film avant tout familial. Donc c'est une relation familiale qui va causer ces problèmes, mais cette relation familiale se transforme en relation politique. Et c'est là qu'il faut faire un petit peu attention au film, c'est qu'il faut vraiment être concentré parce qu'ils vont citer beaucoup de noms, ils vont citer beaucoup d'endroits, ils vont citer beaucoup d'armées, ils vont citer plein de choses et il faut être concentré. Je précise parce que je l'ai revu l'autre jour et j'avais oublié à quel point c'est une masse d'informations qui sont citées et le film te prend pas pour un débile. Donc il sait que tu vas suivre et il sait que tu vas comprendre. C'est pas difficile à comprendre du tout, hein, mais c'est juste faut vraiment être concentré. J'avais oublié à quel point, surtout qu'il parle d'une manière assez poétique. J'ai vu le film en japonais évidemment, sous-titré en français, mais du coup même les sous-titres, c'est un peu de la poésie. Ils ont beaucoup de métaphores, ils parlent comme ça à haute voix et parfois c'est un peu difficile à suivre si vous êtes plus habitué à ce genre de cinéma. Mais c'est pour ça qu'il faut être concentré et c'est un film qui parle beaucoup de politique. Vous attendez pas à que de la guerre. Il y a des séquences de guerre absolument dingues et cultes et grandioses. On est en 1985, donc vraiment il n'y a pas d'effets spéciaux numériques. Tous les figurants que vous voyez, c'est des vrais figurants. Le feu que vous voyez, le sang pour le coup c'est du faux sang, mais il est rouge, impressionnant. Le travail sur les couleurs est dingue. Le rouge, beaucoup, le rouge du feu, le rouge du sang, les différentes couleurs, chaque frère a une couleur différente. Le maquillage qui est fait sur le père de la famille qui est presque aussi horrifique, ça donne des réactions qui sont abyssales. T'as l'impression quelque chose qui est tragique, dramatique. C'est assez impressionnant de ce point de vue-là aussi, il n'y a rien à dire. Il y a un vrai travail sur les détails, sur les environnements, les décors. Ils sont allés filmer dans des endroits magnifiques, que ce soit dans des châteaux ou dans des plaines. Il y a tellement d'inspiration. Franchement, tu vois ce film, tu dis en fait,
le cinéma d'après, tout pompe Ran aussi quoi. Et Ran a aussi été inspiré par d'autres films avant pour les fans de Japon, ce qui n'est pas mon cas spécialement, mais pour les fans de samouraï et toutes ces choses-là d'histoire du Japon, voir ça à l'image, c'est impressionnant. Je sais pas si le film respecte l'histoire, c'est pas le but, on s'en fiche, mais les visuels du film sont clairement uniques, sont clairement dingues, sont une véritable claque, c'est la vérité aussi, que ce soit dans l'échelle, dans les figurants, dans les endroits qu'ils ont trouvés pour filmer, dans les retournements de situation dans l'histoire, dans les enjeux dramatiques, dans tout ce qui sort, il y a un côté vraiment épique à l'œuvre, grandiose, qui est assez dingue, mais à la fois intime et touchant et parfois même un petit peu drôle, faut être honnête. Il a réussi à iconiser des personnages, à donner une échelle incroyable à son film, tout en gardant un cœur émotionnel, tout en le gardant intime, des plans magnifiques. Et lorsque les gens disent on fait plus des films comme avant, ils pensent à ce genre de film. C'est une bonne porte d'entrée au cinéma de Kurosawa, c'est extrêmement impressionnant de tous les points de vue. Si vous aimez les films historiques, les films politiques, les films sur le Japon féodal, vous allez adorer celui-ci, croyez-moi. Faut être concentré, faut bien lire les sous-titres et regardez-le en VO, franchement. Regardez pas ça en VF, c'est pas possible. La version 4K est pas mal du tout, honnêtement une vraie pépite, donc foncez dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous donnera envie de voir plein d'autres films et qu'on parlera de plein de sujets différents et j'espère que ça va vous faire plaisir de parler de films un peu plus anciens aussi. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. J'attends aussi votre avis dans les commentaires sur tous les films. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques, actualités et concours. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description et dans le commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGhost VPN et bénéficier de toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.